Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Donc cette semaine, on a des potentiels points d'entrée sur plusieurs cryptos, sur des majeurs. Donc je vais vous expliquer ça, ce qu'il faut surveiller au cours des prochaines séances, des prochaines heures sur le Bitcoin, l'Ethereum, l'IOS. Vous allez voir, c'est vraiment ça va se faire maintenant. Deuxième chose, je vous mets un gros cas pratique sur une requête de marché et je vais essayer de partager avec vous la différence entre une vision prophétique de la bourse et une vision statistique de la bourse. C'est extrêmement important de faire la différence entre les deux puisque 99% des boursicoteurs sont dans la vision prophétique de la bourse et les 1% restants qui ramassent toute la mise sont dans la vision statistique. Donc avec le cas pratique que je vais vous présenter en dernière partie de vidéo qui est sur une requête de marché, je vais essayer de tout simplement vous enseigner que vous puissiez vous imbiber de cette vision statistique et que vous abandonniez complètement cette vision prophétique. Donc on est parti pour la vidéo hebdo de cette semaine. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le Trader Mindset est maintenant publié sur la chaîne YouTube et mon blog le mercredi matin. Donc cette semaine, je vous ai fait un Trader Mindset qui est complètement atypique, qui est un peu barré. C'est un guide pratique pour s'affamer et frôler la mort. Vous allez comprendre pourquoi en le regardant. Donc je vous souhaite la bienvenue chez les fous pour tous ceux qui vont le lire ou le regarder en vidéo. Il est vraiment très particulier et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, ne le loupez pas. C'est encore une pépite de psychologie tout simplement. Allez, on est parti pour l'analyse du marché des cryptos. On va commencer par l'IOS qui en hebdomadaire présente quelque chose de très intéressant. Alors déjà, on va partir en mensuel. Regardez sur la gauche, en mensuel, on est toujours dans ce canal haussier à long terme 2017, 2018, 2019 avec une très forte volatilité. Parce que vous le voyez, entre le bas du canal et le haut du canal, on a juste 3500% de fluctuation. Donc là, tout simplement, ce qui s'est passé en début d'année 2019, c'est qu'on a fait on a construit le point d'inflexion en bas du canal. Donc, boum, point d'inflexion validé puisqu'on a cassé. Et là, on est dans la première consolidation. On est toujours en bas du canal et donc on a un potentiel de hausse qui est quand même significatif. Donc ça, voilà, en mensuel, on voit qu'on est en train de venir tester tout simplement la zone de support ici, qui a à l'époque été résistance. Là, on est dans la zone de support. Donc maintenant, en hebdomadaire, donc l'unité de temps en dessous. Vous le voyez, je vous avais tracé la semaine précédente. Dans l'idéal, nous, ce qu'on attend, c'est une tasse avec une anse. Donc, une tasse, boum, avec une anse qui est une grosse consolidation sur un pivot. S'il y a une cassure, la prise de position. Maintenant, regardez ce qui est... Alors, je vais essayer de supprimer tout ça. Hop. Regardez cette chose-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion qui est en train d'être construit. Un point d'inflexion, c'est on appelle ça dans le jargon un doji. Donc, c'est simplement si on descend d'une unité de temps, il y a de fortes chances pour qu'on y voit, alors on va y aller, pour qu'on y voit quelque chose en construction qui va ressembler à probablement un double creux. Hop. Donc, quelque chose qui devra être validé en clôture. Donc, là, on est en train de travailler un pivot. Si on vient casser au-dessus de ce pivot, probablement on aura un signal de rebond qui sera assez significatif, qui sera très fort. Et donc, vous le voyez en hebdomadaire, ce signal de rebond, il devrait aller chercher cette zone de pivot autour des 6, des 6 euros. On est en dollars, des 6 dollars. Ensuite, on devrait consolider autour des 6 dollars et nouvelle cassure, nouvelle entrée. Donc là, il y a une potentialité de prise de position très partielle. Moi, je ne prendrai pas position sur ces niveaux-là. Mais voilà, c'est une opportunité notamment pour les holders, pour ceux qui veulent faire du long terme. On a bien corrigé. On a quand même fait une correction sur l'IOS de 60% en l'espace de quelques semaines. On a ce point d'inflexion en construction. S'il est validé en journalier, il y a moyen de mettre quelques billes ici et de voir ce qui se passe et de vraiment faire la vraie prise de position si le scénario se déroule, si on a ce breakout ici en hebdomadaire. Donc voilà, là on est vraiment dans une situation assez intéressante puisque je vous l'ai dit, on teste la zone de support. Cette zone de support, elle est ici, on est venu la chercher. Donc voilà, on a un potentiel point d'inflexion à très court terme qui devrait être aussi un point d'inflexion à moyen terme en hebdomadaire. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur l'Ethereum. Qu'est-ce qui nous fait l'Ethereum? On va ajuster ce qui se passe en hebdomadaire. Donc vous voyez, là aussi, on a le même genre
de construction, hein. On a ce doji qui est en train de construire un point d'inflexion en journalier, donc tout simplement à l'issue de ce point d'inflexion, probablement un rebond vers le haut ici du pivot que je vais vous tracer. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, suite à ce point d'inflexion, en principe, on devrait avoir un rebond. Donc, si on est vraiment dans un nouveau cycle de hausse, on devrait avoir un rebond vers ce pivot. On devrait stabiliser autour du pivot et dans l'idéal, avoir la cassure de ce pivot dans quelques semaines avec une potentielle prise de position. Si l'Ethereum vous intéresse vraiment pour le long terme, vous pouvez mettre quelques billes ici. Je pense que c'est un niveau qui est assez stratégique pour mettre quelques billes. Et si vous préférez attendre vraiment, comme moi, d'avoir quelque chose de très propre, eh bien, il faudra attendre la tasse séance validée par un breakout qui se fera un petit peu plus loin, un petit peu plus éloigné dans le temps. En tout cas, voilà, on a un potentiel de hausse sur l'Ethereum qui lui aussi est assez important. Alors hop, vous le voyez, c'est une échelle logarithmique en mensuel. J'arrive même pas à la descendre tellement ça fait beaucoup de pourcentage, tout ça pour vous dire que voilà, on est dans ce marché haussier très long terme sur l'Ethereum, qu'on a fait notre point d'inflexion, que là on est en train de construire la première consolidation. Donc tout reste en place en fait depuis le début de l'année 2019. On est toujours dans cette logique, dans cette dynamique d'un nouveau grand cycle de hausse de plusieurs années, de probablement 4 ans sur les cryptos. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le Bitcoin, coté en euros contre l'euro. Donc en mensuel, donc ce mois de juillet est toujours un mois de juillet qui est assez non significatif dans le sens où on a testé la résistance, on ne la passe pas, on est neutre actuellement sur le mois de juillet, donc probablement là aussi on devrait consolider au cours des prochains mois, des prochaines semaines avant d'avoir la cassure et vraiment la reprise de cycle de hausse sur le Bitcoin. Savoir que le Bitcoin il a beaucoup moins corrigé que ses compères que l'IOS et que l'Ethereum. Donc voilà, là je vous ai mis tout simplement ce à quoi on s'attend. Donc là on a ce qu'on appelle potentiellement un premier double creux en formation et ce double creux ce sera tout simplement la tasse et si on tape à plusieurs reprises contre cette zone de pivot ici on aura notre anse donc une tasse, vous voyez une tasse dans laquelle on met le café et l'anse dans laquelle on tient notre tasse de café pour le boire. C'est très imagé, mais c'est comme ça que l'on nomme et renomme les figures chartistes. Donc pour le moment, le Bitcoin, il maintient sa dynamique sur le long terme. Il a simplement besoin de consolider, d'assainir la situation parce qu'on est monté très haut, très vite, très fort. Donc là, il a besoin de digérer cette hausse pour repartir sur de bonnes bases, sur une nouvelle dynamique moyen-long terme. Donc là, vraiment, on s'attend à ce type de figure. Si on est dans un vrai bull market, on s'attend à ce type de figure. Ce que je vous ai tracé sur l'IOS, sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, c'est typique des bull market et c'est vraiment moi la figure que j'attends pour faire un petit pari tout simplement sur l'ensemble du marché des cryptos, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont carrément pris les paris directement sur la cassure de cette large base sur l'ensemble du marché des cryptos, ce qui est tout à fait louable. C'est parti pour l'analyse du sentiment de marché. On va commencer par le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc regardez à droite ici en hebdomadaire, on est toujours dans ce canal haussier. La dynamique est toujours haussière. On affronte une résistance. Donc là, ça devrait consolider un petit peu avant de, si l'on casse cette zone de résistance, réattaquer une vague impulsive vers le haut du canal. Et sur la gauche, enfin, vous le voyez en mensuel, on est tout simplement dans une séquence de rebond au sein d'un énorme range. Et si on venait à casser le haut de ce pivot, cette zone-là, on repartirait sur une vague impulsive assez significative d'un point de vue de plusieurs mois. Ensuite, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. On est toujours en mensuel sur la gauche sur des plus hauts historiques, donc potentiellement signal de bull market. Maintenant, l'hebdomadaire sur la droite, au cours des dernières semaines, des 3 à 4 dernières semaines, ça n'a pas beaucoup bougé. On est en train de stagner sur les nouveaux plus hauts, sur les plus hauts historiques. On a franchi la résistance. Cette résistance devient désormais zone de support, donc probablement un nouveau test de la zone de support. En tout cas, la dynamique haussière est toujours installée sur le CAC avec dividendes bruts réinvestis. Et enfin,
pour clôturer l'Europe, on va aller voir ce qui se passe sur le DAX, l'indice allemand qui est un indice beaucoup plus volatile que les deux précédents indices. Donc lui aussi, on le voit en hebdomadaire sur la droite, on est dans ce canal haussier en bleu. On a franchi cette zone de résistance qu'on est en train de revenir tester et qui fait office de support. Donc il y a de la volatilité, donc c'est normal que ça fluctue. La dynamique de fond reste toujours haussière sur l'échéance de l'année 2019. Et si on venait à s'affranchir concrètement de cette zone de résistance qui fait maintenant office de support mais qui est toujours en test, on pourrait déboucher en mensuel, vous le voyez ici, si on venait à évoluer au-dessus de cette zone de pivot, on pourrait déboucher sur une nouvelle vague impulsive, quelque chose de beaucoup plus significatif sur plusieurs mois. Donc voilà, le marché européen n'est absolument pas mal au point du tout, c'est plutôt prometteur pour la deuxième partie de l'année. Le SP500 maintenant, donc vraiment le mastodonte des gros indices boursiers mondiaux, lui aussi, vous le voyez, on est toujours sur des plus hauts sur le mois de juillet. Donc dans l'idée, il faudrait qu'on clôture au-dessus et qu'on continue au cours des prochains mois de clôturer au-dessus pour qu'on enclenche notre fameux bull market tant attendu. Et sur la droite maintenant, en hebdomadaire, on le voit, on est toujours sur les nouveaux plus hauts. Probablement cette résistance qui fait maintenant office de support va être testée avant que l'on puisse donc réattaquer vers le haut du canal haussier. Et vous allez voir que le Nasdaq est sur le même genre de situation. Donc sur la gauche en mensuel, on est plus sur les, on a réintégré le range. Donc on verra ça à la fin du mois. Un signal sur une unité de temps est validé uniquement en fin de période, c'est-à-dire à la fin du mois si on regarde des barres en mensuel, ou en fin de semaine si on regarde comme sur la droite ici des barres en hebdomadaire. Donc là, vous le voyez, on a réintégré le range. Donc c'est une zone de résistance qui va être probablement travaillée. Et si on la recasse à la hausse, elle fera office de belles zones de support avec une nouvelle vague impulsive vers le haut du canal hebdomadaire. Et si on repart vers le haut du canal hebdomadaire, vous l'aurez compris, en mensuel, ça signifiera qu'on est probablement en train de clôturer au-dessus de ce pivot et qu'on repart là aussi en bull market. Donc voilà, pour le moment, on est toujours en situation de range globalement, donc toujours un money management qui est défensif, mais on est en train d'essayer de passer de la situation de range sur les indices boursiers à la situation de bull market sur les indices boursiers. Et en fait, les indices boursiers, cette analyse ne nous sert, je vous le répète, mais qu'à calibrer notre money management qui va servir à spéculer sur les actions individuelles. On ne spécule pas sur les indices boursiers, on spécule sur les actions individuelles, mais les indices boursiers nous donnent une image assez claire de est-ce qu'on est dans un range avec des espérances de gains qui sont limitées et moins d'opportunités donc sur les actions, ou est-ce qu'on est dans un bull market, auquel cas on a beaucoup plus d'opportunités qui devraient se présenter à nous avec des espérances de gains beaucoup plus significatives. Et c'est pour ça que quand on est dans un bull market, on peut utiliser un money management qui est un petit peu plus agressif. Allez, petit cas pratique sur une action américaine qui s'appelle FP, donc FPAY. De toute façon, vous avez toujours les tickers en haut de l'écran que vous êtes en train de regarder. Donc c'est une situation de requête de marché et c'est une situation qui est vraiment très intéressante puisque c'est exactement le genre de trade que l'on doit privilégier à grande échelle, c'est-à-dire répliquer ce genre de trade 10 fois, 100 fois, 1000 fois et vous verrez que sur une minorité d'entre eux, vous aurez des gros accidents positifs de richesse et que sur une autre minorité, vous aurez des petites pertes maîtrisées et que sur une autre moyennité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vous aurez des trades plus ou moins flat, c'est-à-dire sans perte ni gain ou avec des petits gains, des petites pertes, mais que du coup la minorité de trades qui part en accident positif de richesse constitue toute la performance annuelle. Et donc, quelle que soit l'unité de temps de cette configuration, elle est pertinente. Alors, on va commencer par l'hebdomadaire sur la gauche. Vous le voyez, c'est une action qui est issue d'un gros marché, elle a fait un gros marché baissier. On a eu cette large base qui est vraiment très belle. Une belle large base, c'est une large base qui a des fluctuations sur la fin qui deviennent de plus en plus faibles. Et là, vous voyez, donc c'est vraiment, ça s'est ratatiné. Donc on a eu un consensus de prix de la part des opérateurs qui a été très clairement établi. Et puis boum, il y a eu une surprise, il s'est passé quelque chose d'un point de vue fondamental que l'on peut être au courant ou pas au courant, ça peut être du délit d'initié ou peu importe.
l'idée c'est qu'on voit que là il se passe quelque chose de très intéressant puisque on a cette cassure par le haut avec des volumes, on le voit en hebdomadaire et on le voit aussi ici en journalier, on a les volumes qui explosent. Donc on s'extrait de cette large base là pendant cette semaine-ci. Donc là typiquement on se dit ok, peut-être que c'est un pump and dump, hein, c'est juste quelque chose qui va se redégonfler dans la foulée, ou peut-être que ça va tenir, c'est pas le moment de prendre position. Nous, ce qu'on va attendre, c'est de constater ce que vont faire les cours. S'ils se maintiennent au-dessus de la large base, c'est un très bon signe. S'ils se maintiennent et qu'ils forment une tasse séance, donc une belle petite consolidation et qu'ils recassent par le haut, là, ça veut dire que c'est vraiment le top départ. On a vraiment un bon potentiel de hausse puisqu'on est tout au début, hein, vous le voyez, tout au début d'un nouveau cycle. Hein. Donc si on arrive à prendre une position sur quelque chose qui est tout au début d'un cycle, eh ben on s'expose à tout le cycle de hausse derrière. Donc là, tout simplement, ce qui s'est passé, vous le voyez, c'est qu'on a stabilisé dans cette jolie tasse et anse très rapide, hein, très court terme. On a eu la cassure ici avec des volumes en augmentation. Vous le voyez d'ailleurs, hein, pendant la construction de l'anse, les volumes ont fortement diminué, ce qui signifie tout simplement qu'il y avait de moins en moins de vendeurs. Il n'y avait plus que des acheteurs, donc très peu de transactions. Les acheteurs essayaient de récupérer le peu d'actions qui étaient vendues par les vendeurs. Et là, du coup, à nouveau, les acheteurs sont une fois qu'ils ont accumulé le maximum de ce qu'ils pouvaient, qu'il n'y avait plus rien à prendre, ils sont remis à acheter de manière beaucoup plus agressive, ce qui a lancé à nouveau le trend. Donc là, est-ce que ce mouvement va se dégonfler rapidement ou pas? On n'en sait rien. Ce qui compte, vraiment le plus important, c'est de s'exposer à ce genre de contexte. Vraiment, je sais que beaucoup de personnes, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous pensez que pour gagner en bourse, il faut prédire ce que vont faire les cours. C'est une approche prophétique. C'est une approche basée sur de la prédiction, sur la croyance en réalité qu'on est capable de deviner ce que vont faire les cours, ce qui va se passer dans le futur. Il faut complètement oublier, abandonner cette vision de la bourse. Il faut adopter une vision, une approche qui soit probabilistique, je ne sais pas, une approche statistique. Quelque chose où on se dise, voilà, sur 10 trades ou 100 trades passés, j'ai une minorité qui va me rapporter tant en termes de distribution des gains. J'ai une minorité qui va me faire perdre tant en termes de distribution des pertes. Et quand on a une asymétrie entre la distribution des gains et la distribution des pertes, on a juste besoin, tout simplement, de renouveler ce genre d'opération en grande quantité afin de générer justement cet avantage statistique qu'on a sur les marchés. Donc voilà, j'espère que cet exemple qui est un cas pratique, vous éclairera sur l'approche probabilistique plutôt que l'approche prophétique de la spéculation boursière, parce que je sais que 99% des opérateurs agissent avec une croyance prophétique alors qu'ils devraient agir avec une croyance et une vision statistique des marchés financiers. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le swing trading de Rocket de marché, de RDM, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo, ça vous redirige sur cette page. Il y a énormément d'infos, je vous explique notamment comment dupliquer cette approche sur les crypto-monnaies. Il y a des vidéos qui vous expliquent à chaque fois avec des cas pratiques comment rentrer beaucoup plus en détail dans ce qu'est une requête de marché, son anatomie, et surtout je vous fais une petite promo valable quelques heures seulement si ça vous intéresse d'aller plus loin avec les requêtes de marché et de vous former sur les requêtes pour avoir tous les outils, les screeners, le plan de trade, savoir détecter les opportunités, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on se retrouve juste derrière pour votre apprentissage sur les requêtes de marché.